Bonsoir à tous, c'est déjà le 27e hebdo de la saison 1 de Culture Club Sandwich. Oui, déjà, ce soir, on va parler énormément de séries télé, puisque voilà, j'en ai pu découvrir sur les 8 derniers jours la sélection de Série Mania Lille, donc 8e édition, si je ne me trompe pas. Et ce soir, je suis accompagné de deux Dwitch qui sont Olivier, bonsoir, Salut. et Sarah, bonsoir. Bonsoir. Et je suis moi-même votre Dwitch du Dwiché, j'ai nommé Florian. Voilà. Donc, honneur, enfin, pas d'honneur, tout déshonneur, tout honte bu, on va dire. Voilà. On va donc rentrer dans le vif du sujet puisque voilà, ça a été une semaine assez intense d'après ce que j'ai compris. Donc Série Mania qui était à Lille avec une bonne centaine de séries projetées, plus des débats, plus des conférences, plus une exposition autour des 90s, plus un quiz assuré, je suppose par Sarah. Oui, je suppose. Plein de quiz. Oui, Alors, un quiz de main de maître. Voilà. de voix de maître. De voix de maître. De main de maître, de main de maîtresse. C'est ça. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, donc, à savoir, on va commencer par, si vous le voulez bien, par ce que, en général, ce que vous retenez de cette édition par rapport aux autres et vos coups de cœur. Qu'est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous avez kiffé plus de choses que l'année dernière? Qui veut y aller? Olivier. Moi, Je prends la main. Je prends la main. Attention, qui suis-je? Non, moi, globalement, je trouve que c'était une bonne année, sans série qui, enfin, en tout cas, pour ma part, qui se détachait, où je me disais incroyable et tout, mais par contre, je trouve que c'était une bonne année au niveau de la sélection parce que c'est une année où il y a eu beaucoup de diversité dans ce que Série Mania nous a proposé. Déjà l'année dernière, il y avait un premier pas vers la diversité, vers des nouveaux sujets, vers des choses comme ça. Et là, cette année, je trouve que clairement, on voit de moins en moins de séries dites classiques. Et il y a beaucoup de sujets. Alors, quand je dis des séries classiques, c'est polar, c'est voilà des choses quoi. En général, dans les festivals, pendant les 10 dernières années, on a vu beaucoup de jeunes enfants se faire kidnapper dans les bois et il fallait les retrouver avec soit du fantastique, soit du polar, mais en gros, tout était un peu calqué de la même manière. Cette année, je trouve que globalement, les sujets ont été vraiment très divers et du coup, les séries un petit peu classiques passaient vraiment un petit peu, étaient légèrement ennuyantes parce que voilà, on avait l'habitude, même si elles étaient bien faites, on avait l'habitude de les voir et tout d'un coup, il y avait une fraîcheur qui se dégageait des autres séries qui les rendait un petit peu, j'allais dire, banales. Donc voilà, donc j'étais honnêtement, moi j'ai été plutôt agréablement surpris par la sélection. Ce qu'il faut noter, c'est que la série espagnole se porte très 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 bien. Beaucoup de représentants et surtout, je pense que dans tous les représentants espagnols, c'est quasiment à sans faute en termes de qualité. Et moi, il me reste une ou deux séries espagnoles à voir, mais parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Et et, euh, et vraiment, je trouve que ce qui a été fait par les Espagnols, et notamment Movistar Plus, est vraiment intéressant. Je parlais de diversité, je trouve qu'il l'incarne parfaitement parce que toutes ces séries espagnoles, elles abordaient toutes des sujets vraiment très divers. Et à la fois dans les thèmes, mais à la fois aussi dans la tonalité. C'est-à-dire qu'on a vu des choses qui étaient à la fois très divertissantes, très rafraîchissantes, et puis à la fois des choses plus dures, plus dans l'actualité. Mais le point commun de tout ça, c'est quand même la qualité de ces programmes-là. Et,
Et on peut pas non plus dissocier de Movistar Plus Arte, puisque souvent en fait c'est bien souvent des coproductions Arte qui ont été faites avec les Espagnols. Et globalement, quand on regarde le palmarès, Arte du côté français sort vraiment gagnant. Quasiment toutes les séries qu'ils ont amenées, il y en avait beaucoup aussi, sont repartis avec quelque chose. Donc voilà, donc ça nous promet des belles diffusions sur Arte dans les dans les prochaines semaines. Moi, en termes de coup de cœur, je suis très content parce qu'au niveau du panorama international, elle a été primée 2 fois. C'est Céleste, qui est une série espagnole justement de la Movistar Plus, qui est une série. Je suis très content qu'elle soit primée parce qu'en fait c'est le type de série qu'on ne prime pas d'habitude. C'est souvent on donne des récompenses à des séries qui ont des thèmes très actuels, qui sont très fortes émotionnellement, qui sont là Céleste, c'est beaucoup moins le cas puisque c'est en fait l'équivalent d'un Columbo version inspecteur des impôts. Inspectrice des impôts même, et donc c'est l'histoire d'une inspectrice des impôts qui doit prendre sa retraite et à qui on donne une dernière mission, celle de contrôler, de faire un contrôle à une star de la pop qui est mexicaine, et elle, son job à cette inspectrice des impôts, ça va être de prouver que cette star mexicaine habite le plus souvent en Espagne et donc doit payer ses impôts en Espagne. Évidemment, cette inspectrice des impôts ne ressemble pas à grand-chose et donc tout le monde la méprise un peu, sauf qu'elle est plus intelligente que ce que son apparence laisse penser. Et vraiment, c'est comme Columbo, quoi. Donc on se plaît à voir ce jeu du chat de la souris, c'est assez drôle. Et en même temps, je trouve qu'il y a un vrai fond, dans tout ça, puisque la série est émaillée par des réflexions sur sur l'intérêt de payer ses impôts en fait. Et donc au fur et à mesure des témoignages, de son enquête, elle va tomber sur des gens qui, certains sont contre payer des impôts, d'autres payent leurs impôts mais ne comprennent pas où est-ce que ça va. Voilà, enfin il y a des réactions d'autres qui sont très contents de payer leurs impôts. Et voilà, donc il y a des réflexions par-ci par-là. C'est pas du tout le but de la série, mais c'est émaillé de ça. Et je trouve que c'est malgré tout intéressant d'avoir cette réflexion et d'avoir tous ces points de vue sur l'impôt. Donc voilà, c'est une série qui est très pop dans sa conception, malgré son sujet qui comme le fisc, hein. C'est pop comme le fisc. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est voilà, ils auraient pu faire quelque chose d'austère parce que bon, la comptable c'est bien, mais et le fisc c'est bien, mais c'est pas sexy. Bah là, ils ont pris le parti pris de faire quelque chose d'assez pop et d'assez contrasté par rapport au thème. Et c'est vraiment cool, quoi. Franchement, je suis ressorti de là, j'avais énormément envie de savoir comment ça allait se passer. Et c'est quand même le propre d'une série, quoi. En deuxième série, il y a la série qui a eu le Grand Prix. Il y a eu qui s'appelle Querer, qui raconte l'histoire d'une femme qui part de chez elle après avoir porté plainte contre son mari pour viol conjugal. Et donc on va suivre tout le processus qui va se dérouler après. C'est autre production Movistar Plus, c'est une des deux coproductions Movistar et Arte. Exactement. Donc c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est des séries qu'on va pouvoir voir en France très bientôt. Très vite. Très vite en juin pour Querer. Exactement. Céleste, il n'y a pas de Pas de diffuseur, il y a que Querer et Los Años Nuevos qui sont panorama international, qui sont acquis par Arte. Et Los Años Nuevos est une très bonne série aussi, réalisée par Sorogoyen. Il y avait 5 épisodes qui étaient diffusés à Série Mania, j'en ai vu 2,5 et ça m'a bien donné aussi envie de voir la suite, même si la série est beaucoup plus classique dans sa forme. Querer, c'était bon, ça a été quasiment la dernière série qu'on a vue. Ça a été un gros coup de poing dans la tête.
on est ressortis tous de la projection très en colère, parce qu'en fait, c'est une série qui est très juste sur qui peut sembler presque caricaturale dans les réactions de ces personnages, mais en fait, c'est que des réactions que nous, on a tous eu l'occasion de voir et d'entendre dans la vie, et du coup réunis au sein de quasiment des huis clos, parce que tout se passe en appartement, tout se passe dans des scènes, dans des pièces très fermées. Ça donne quelque chose d'assez étouffant, et ça met vraiment en exergue ce qu'on laisse passer en termes de violence conjugale, de viol tout court. Et voilà, je trouve que c'est remarquablement bien fait. Ça ne pouvait être... Il y a quasiment que ça qui pouvait être primé à ce point-là, parce que ça arrive en fin de festival, ça défonce la tête de tout le monde, et voilà, donc ça aurait été très étrange que ça passe à côté. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, je trouve, une série remarquable, et portée par des acteurs qui sont vraiment très bons, et une réalisation qui est très sobre, mais qui est pile au bon endroit pour raconter cette histoire-là. Sarah, est-ce que t'as des choses, soit t'as des coups de cœur, soit t'as des commentaires à faire sur la qualité de cette édition par rapport à ta présence sur les années précédentes? Ouais, alors moi c'est que ma deuxième année, donc du coup c'est vrai que j'ai pas le même recul que vous. J'ai trouvé que c'était une édition très riche aussi, mais somme toute quand même assez déprimante, parce qu'il y a quand même des thématiques très dures qui sont, enfin, que j'ai trouvé un peu tout au long des séries que j'ai pu voir, entre le deuil, justement là, le viol conjugal. Alors, il y a eu beaucoup d'histoires de deuil dans les différentes séries que moi j'ai pu voir. C'est le propre de Sérimania, hein. Il y a souvent beaucoup de thèmes politiques lourds, beaucoup de thèmes sociaux lourds. Ouais, mais là j'avais l'impression que c'était quand même plus que l'année dernière. Alors, je sais pas si j'avais pu couper il manquait les comédies, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, je crois que l'année dernière on avait pu couper un peu avec la nuit des comédies, ce qui n'a pas été le cas cette année. Et du coup, c'est vrai que c'est ce qui a un petit peu, c'est ce qui m'a un petit peu marqué. Alors moi, j'ai eu quand même plusieurs coups de cœur. Le premier ayant été Empathie, qui a eu le prix du public d'ailleurs, donc série québécoise avec Thomas Njijol et avec, je ne connais pas son nom, à cette jeune femme brillante. Florence Lompré. Merci, Florence Lompré, qui est actrice, qui a réalisé, qui a écrit. C'est un peu un projet One Woman et qui traite justement de l'histoire de cette femme qui est psy et qui va se retrouver psy dans un espèce d'institut, on va dire médico-légal à Montréal, pour traiter des cas très durs, mais qui ont aussi un passé ou un présent d'ailleurs, pour la plupart judiciaire, et qui se retrouvent en fait enfermés dans un institut parce qu'ils ont besoin d'être soignés et pas d'être mis en prison. Elle-même sort d'un deuil, donc on le découvre au fur et à mesure un petit peu je crois que c'est dans le deuxième épisode qu'on découvre un peu son histoire aussi. C'est une très belle série, très touchante, dure, mais nécessaire sur la santé mentale, et très jolie aussi. J'ai trouvé très poétique en fait dans sa réalisation, dans sa façon d'aborder ces sujets, parce qu'elle joue vraiment un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir non plus, et même ses nouveaux collègues n'ont pas du tout l'habitude de la voir comme ça. Et c'est vrai que j'ai eu un super Il y a des moments drôles aussi, hein. Vraiment, il y a des moments qui sont assez drôles quand même. Oui, il y a des moments drôles, mais c'est son personnage et les situations dans lesquelles elle peut se retrouver qui font que c'est drôle. Et c'était pour ça que ça allège un petit peu, entre guillemets, le sujet. Donc ça, c'est mon premier coup de cœur. Et le second, c'est vraiment... donc c'est Alan Harper, qui n'a pas de distribution... Empathie non plus n'a pas de distribution en France. Mais... C'est une série Crave. Si vous vous souvenez, on avait parlé de Little Bird
l'année dernière. Et c'était Crave également, c'est une plateforme québécoise. Ouais. En fait, c'est une plateforme canadienne. Du coup, ça c'est leur première série québécoise. Mais en fait, Crave, pour la petite histoire, ils sont repris de The Movie Channel, en fait, qui était leur Canal Plus canadien à eux. Et c'est vrai qu'ils ont une poignée en fait de séries canadiennes qui a été produite sur les 20-25 dernières années. Par exemple, le Movie Channel, c'était eux qui avaient fait, je sais pas si tu te souviens, enfin si vous vous souvenez, il y a 20 ans, il y avait un truc qui avait été diffusé qui s'appelait Regenesis en fait, qui était une série autour de avec Peter Otterbridge autour un tout petit peu de la enfin déjà du contrôle de pandémie, du contrôle de virus, etc. C'était une des premières séries qui abordait vraiment ça de manière frontale, parce que c'était je crois autour du retour de la peste jaune en fait, qui s'enrayait tout. Il y a eu 2 saisons. Et donc du coup eux en fait ils ont été rachetés, ils ont changé de nom, et et Little Bird et cette série là, c'est une des 2 premières, ça fait partie des premiers projets qu'ils ont produits depuis 3-4 ans. Ouais. Mais ils sont super établis, hein. C'est le Canal Plus canadien. Ouais. Bah, ça se voit parce que vraisemblablement c'est une production qui a un gratin d'acteurs québécois que nous on connaît moins en France, mais avec notamment un monsieur qui joue un rôle d'une personne qui a des hallucinations, qui est certainement schizophrène, et qui est mais incroyable. Il est incroyable. Franchement, il est dingue dans le rôle. Moi, je voulais traverser l'écran pour aller lui faire des câlins, ouais. c'est sûr. Et puis même quand il est venu, ils sont venus du coup pour parler un petit peu de la série juste après. Il était très sympathique en plus, cet acteur qui apparemment a une carrière incroyable en plus. Voilà, donc ça c'est mon premier coup de cœur. Je reviens du coup sur Alan Harper, qui est pour le coup la série de Cooper Raiff avec Lily Reinhardt et Mark Ruffalo, qui pareil c'est encore une série sur le deuil, et pas que sur la famille, sur les relations frères et sœurs, sur beaucoup de choses, et j'ai trouvé aussi ça très très touchant, et du coup j'ai hâte de voir la suite, parce qu'il y a eu aussi une construction dans les épisodes qui est assez intéressante. Il y a du flashback, il y a du flash forward, et même dans le flashback il y a des points qui sont intéressants dans le sens où c'est eux-mêmes qui jouent, enfin, c'est des acteurs adultes qui jouent leur rôle enfant, donc moi j'avais jamais vu ça dans une série, j'ai trouvé ça vraiment vraiment super, et il y a pas mal d'acteurs de Sex Lives of College Girls dans cette série, notamment Alia Chanel Chanel Scott qui a un rôle semi-principal là dans Alan Harper. Donc chouette série, franchement ça m'a accueilli, j'ai beaucoup pleuré, comme aussi devant Empathie, hein. Donc pour le coup j'ai été très agréablement surprise. Et puis après j'ai vu quelques séances spéciales, donc qui sont, je pense, hors compétition, avec notamment Anaon qui va arriver sur Prime Video avec Guillaume Labbé et Capucine Malaré, qui est une petite série française fantastique, un petit peu à la Stranger Things, avec encore une histoire de deuil. Vraiment, je vous dis, tout ce que j'ai vu, ça ne parle que de ça. Et j'ai été très agréablement surprise par cette série. Pour le coup, je l'ai bingée. Je préparais les interviews et je m'étais dit, je vais regarder quelques épisodes. En fait, j'ai eu envie de tout regarder. Et c'est une jolie fable. C'est, honnêtement, pour une prod française, c'est vraiment sympa. Ça se passe dans le folklore breton, avec, comme je disais, un peu à la Stranger Things, donc un monstre qui débarque, mais en fait qui est vraiment complètement intégré dans le folklore breton, et donc on découvre plein de trucs, et c'est vraiment bien foutu, tout le cast jeune des lycéens et tout est hyper intéressant. Donc il y a eu ça, et l'autre bonne petite surprise, c'est Ghost FR France, donc l'adaptation française de la licence qui initialement est anglaise, et il y a eu une version américaine sur Netflix, et je crois qu'il va y avoir aussi une version italienne. D'ailleurs, ils font un peu comme LOL, hein, ils vont faire une version dans tous les pays.
Ouais, et ça a été vendu dans une bonne trentaine, quarantaine de pays pour les refaire. Bah ouais, C'est comme The Office, hein, c'est le nouveau The Office. Ouais, Hein. ouais, et puis en fait, c'est un peu un bon... En fait, c'est intéressant parce que comme l'histoire, c'est assez banal, entre guillemets, cette histoire de couple qui arrive dans un château qu'ils héritent avec des fantômes. En fait, les fantômes peuvent être très adaptés d'un point de vue culturel. Et ce qui a été très bien fait, je trouve, par la France. Moi, je me suis marrée, voilà, j'ai passé un bon moment. C'est pas la série de l'année, clairement. Mais j'ai été agréablement surprise. Alors que pourtant, c'est pas du tout ma came, ce genre de série. Encore moins avec un cast français. J'attendais beaucoup parce que j'aime beaucoup la version US et honnêtement très bien défendue. Donc chapeau pour ça. Voilà. Ça va être sur Disney Plus d'ici 9 jours, je crois que c'est 9 avril. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ouais, je crois que c'est diffusion hebdomadaire, mais je suis pas forcément sûr. Je crois que ça va être un épisode Ouais. par semaine, mais c'est 9 La avril. seule Ouais. différence, c'est que c'est plus long. Ça, c'est un peu dommage parce que ce sont des 20 minutes, c'est la version US. Et là, ils ont fait du 30 minutes quasiment. Et la version UK, c'est du 30 Ah, bah minutes donc aussi. ils ont fait comme la version UK. Et il y a moins d'épisodes. La version US, il y en a 18 et là, il y en a 6 ou 7, je crois. C'est du UK Ouais, aussi. voilà, ils ont fait le même format que le truc initial, quoi. Voilà. Eh bien, moi, en ce qui me concerne, j'ai un tout petit peu... voilà, enfin, j'ai pas vu... Et j'ai vu beaucoup moins de séries de la sélection que vous. Je suis sur un avis beaucoup plus mitigé que les années précédentes. Bon, après, voilà, moi je suis un vieux de la vieille puisque voilà, j'ai dû faire 5 ou 6 éditions parisiennes et j'ai dû faire 4 éditions lilloises. Donc voilà, j'ai vu quand même pas mal de trucs. Ouais, c'était 4 éditions. Et la chose qui, on va dire, me tracasse un tout petit peu, c'est que sur les 9 séries en compétition, il y a pour moi une division très très claire entre les séries que j'ai énormément aimées et les séries que je pense avoir très très vite oubliées. Donc quand je me suis mis à faire à écrire sur la sélection et à un tout petit peu pas en réfléchir à ça, j'avais pas forcément cette impression-là. J'avais une impression qui était beaucoup plus hétérogène sur les compétitions officielles précédentes. Donc après, il y a toujours des choses, lourdes, il y a toujours des choses où on se demande. Après, là, tu parles de la compétition internationale, pas du tout du panorama. Oui. Non, ouais. Pas du panorama. Ouais, c'est vrai que le panorama, je pense, serait équilibré. Ouais. Le panorama était plus intéressant cette année que la compétition. Mais je pense que c'est un peu une de mes marottes, c'est-à-dire c'est les choses que j'ose pas trop avouer mais je pense systématiquement depuis que je fais Série Mania, que ce soit Paris ou Lille, les panoramas en fait ont des propositions souvent plus intéressantes que la compétition officielle. Et c'est vrai que la compétition officielle mêle beaucoup, on va dire, essaie de trouver une cohérence en fait avec les thèmes qui sont abordés, avec la représentativité de la qualité que ce soit français, que ce soit européen, que ce soit américain. Donc je pense qu'il y a toujours un tout petit peu une pression dans la compétition d'avoir des séries qui sont un tout petit peu ambassadrices à la fois de la production de leur pays et aussi d'une certaine idée de ce qu'on va dire de ce qui a fait la réputation de Série Mania. Et voilà, il y a des choses sur lesquelles ils sont très très forts et il y a des choses sur lesquelles ils sont moins forts, et je pense que pour le coup, l'absence, on va dire, du marathon comédie qui a été remplacé par une nuit trilogie du samedi cette année, je pense que c'est un peu de nature, on va dire, à passer sous le tapis les choses sur lesquelles ils sont peut-être moins connus, mais pourtant, sur l'ensemble des marathons comédie, en fait, c'est un tout petit peu j'ai envie de dire le secret le mieux gardé, parce que c'est souvent des sélections historiquement qui sont très très bonnes et qui sont beaucoup plus délurées, on va dire, que les sélections, enfin, déjà que les sélections dramatiques, mais aussi qui traitent aussi souvent de thèmes tout aussi sombres que les drames, mais avec un ton qui est beaucoup plus déliré, beaucoup plus cool et un tout petit peu moins ennuyeux. Et je pense que il y a un tout petit peu
sur le papier, il y a un tout petit peu d'attendu, en fait, une fois qu'on se dit, voilà, ça, c'est la série politique sur la politique et la diplomatie, c'est le thème, c'est la série sociale coup de poing sur des thèmes sociaux forts, voilà. Il y a, par exemple, en compétition, il y avait Long Bright River, donc la rivière des disparus avec Amanda Seyfried, où malheureusement, j'ai pas arrêté de penser à. En fait, ils ont sélectionné la série parce qu'ils n'ont jamais pu présenter Mare of Easttown. Parce que Mare of Easttown, ça a été diffusé en 2020 et forcément la sélection c'était pas en sélection en 2020, j'ai été vérifié, mais le festival n'a pas eu lieu en 2020. Mais je pense qu'il y avait une certaine chose d'avoir. Bon, on a loupé Mare of Easttown, ça c'est quelque chose qui s'en rapproche, qui a un véritable potentiel, qui peut concourir. Mais voilà, moi, le résultat final est assez quelconque. Et je pense que d'un côté, j'ai l'impression que c'est des pièges qu'ils pourraient éviter en allant chercher des séries plus originales, notamment en les repiquant dans ce qui pourrait être le panorama international. Et de l'autre côté, j'ai envie de dire que Sérimania gonna Sérimania, donc c'est quelque chose qui est conforme à la ligne éditoriale, qui est conforme, on va dire, quelque part aux attentes de ce qu'ils veulent présenter en gala, en public, avec le public lillois. Donc j'ai toujours une certaine ambivalence par rapport au résultat final, parce que au fur et à mesure des éditions, je commence un tout petit peu à trouver qu'on tourne en rond et qu'il n'y a pas de vraie surprise. Après, sur mes deux coups de cœur principaux, j'ai beaucoup. Je voulais quand même parler, je ne sais pas quelle était la réception du public pendant la séance, mais je voulais parler de Mussolini, Son of the Century, qui est donc une série Sky Italia. C'était très 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 clivant. Il y a vraiment ceux qui ont adoré et ceux qui ont détesté. Vraiment, de toute façon, c'est une série qui c'est ça. Et, qui amène ça. Hein. Voilà, et je pense que pour le meilleur et pour le pire, je pense que c'est une série dont peut-être la compétition officielle a plus besoin, même sous ses atouts, on va dire, de série historique. Je pense qu'il y a un côté, de série punk, il y a un côté extrêmement rentre dedans, et il y a un côté très très inventif. Je pense que moi au-delà de la compétition, je pense que la société a besoin de ce genre de série. Mais je pense, je sais pas. Après, c'est un tout petit peu le regard, et je pense que là, c'est pour le coup une série qui décrit la montée du populisme dans ce qui a le plus rentre dedans, et qui prend le parti d'avoir un anti-héros qui va devenir un acteur et qui va littéralement nous prendre par la main et nous mener à travers son ascension. Et pour moi, la plus grosse surprise, c'est que c'est réalisé par Joe Wright, qui a réalisé donc notamment Anna Karenine. Anna. Non, c'était Kari Fukunaga, non? Non, c'est Anna Karenine, c'est Joe Wright. Ok, bon, voilà. C'était un film fabuleux. Et il a fait notamment The Darkest Hour avec Gary Oldman, qui était, on va dire, l'exact inverse de ce biopic, voilà, qui est, voilà, écrit par des scénaristes italiens, d'après des livres et tout, mais c'est que des choses où tu ne l'attends absolument pas sur ce terrain-là, et le type, on va dire, te sort une grosse maestria visuelle avec plein d'idées visuelles, beaucoup de choses qui sont rentre dedans. Qui sont inspirés du cinéma muet des années 20 et 30. Il y a beaucoup de référentiels de la propagande aussi, énormément de propagande, il y a des décors qui sont hallucinants, il y a des fois des idées visuelles, en fait, où ça s'inspire un tout petit peu du Jean-Pierre Jeunet de la première période, du Terry Gilliam, des choses qui sont très colorées, qui sont très on va dire très très débridés dans leur présentation, et ça donne vraiment un gros dynamisme, et ça donne une grosse fulgurance. Non pas que forcément j'attendais que, par exemple, quelque chose comme Kerrer soit la série la plus dynamique du monde, puisque quelque part le rythme insidieux et la photo désaturée de Bilbao se déroule l'intrigue, ça complimente le
le propos en fait de vraiment des secrets qui sont en train de remonter à la surface et des confrontations qui sont en train de monter à la surface. Donc moi je m'attendais pas que voilà Kerrer ait le même niveau de dynamisme qu'un Mussolini, mais on est vraiment dans des extraits. On est de plus en plus avec des séries qui sont aux antipodes les unes des autres. Et pour le coup, autant ça me troublait les années précédentes, autant je trouve que cette année c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus facile de distinguer le bon grain de livret de mon point de vue. Et l'autre coup de cœur pour l'instant que j'ai, parce que je n'ai pas vu beaucoup de séries de l'Panorama International, c'est une série de la NRK qui s'appelle Requiem for Selina. Donc voilà, j'en ai brièvement parlé hier soir sur les réseaux sociaux. Là non plus, il n'y a pas de distributeur. C'est une série qui est très pop, qui est très très avec une réalisation là aussi très dynamique. Alors là aussi c'est une de mes marottes. Je regrette en 2025 qu'on n'ait pas de série MTV. Certes, voilà, MTV, pour la petite histoire, est le studio qui produit toutes les séries de Taylor Sheridan. Donc techniquement, MTV existe toujours en unité de production. Mais quand je parle de série MTV, voilà, ça serait des teen shows, ça serait des séries vraiment de cette génération-là qui sont rentrées dedans. Et là, c'est vraiment une tragicomédie autour de vraiment l'histoire de la première influenceuse qui s'appelle Selina, puisque voilà et l'actrice norvégienne est absolument phénoménale dedans. C'est une série qui va rentrer dedans, qui est très très rentre dedans, donc qui passe vraiment d'un teen show basique avec une ado paumée en fait qui se fait harceler et qui de suite trouve un espèce de refuge sur l'internet du début des années 2000 jusque on va dire à une tragédie, à une histoire d'amour, à aussi vraiment un conte extrêmement noir en fait sur l'apparence. Donc il y a des séries, il y a des scènes extrêmement graphiques de chirurgie esthétique que vraiment on n'a pas vu depuis Nip Tuck. Donc il y a à la fois du trigger warning, mais c'est des choses qui encore une fois qui sont très très malines dans la manière dont elles sont amenées, dont elles sont élaborées au niveau du propos. La réalisation est absolument sublime, les choix musicaux illimités sont parfaitement représentatifs de l'époque. Voilà, ça a été vraiment, je pense que c'est une série au-delà du biopic qui a été conçue par des gens en fait qui ont non seulement qui ont vécu cette époque, mais qui ont de très très bonnes références visuelles, non seulement pour la restituer, mais aussi pour la mettre en satire. Et ça demande énormément du talent. Et c'est pour ça que je veux faire le coup de cœur de Requiem for Selina. C'est parce que en termes vraiment de pure réalisation, c'est vraiment une des séries à battre, quoi. Voilà, donc ça, à moins que quelqu'un ait oublié déjà une série à évoquer. Ouais, moi j'ai oublié de vous parler de The Danish Woman, qui elle a été aussi en panorama international. Tout à fait. Et qui est peut-être mon vrai coup de cœur de toute la. Et c'est une série qui est une coproduction Islande-France, qui sera aussi diffusée sur Arte. Et je sais pas si vous vous souvenez de ce film qui s'appelait Serial Mother de John Waters. Je l'ai jamais vu, j'en ai juste entendu parler. Qui était un film avec Kathleen Turner qui était un film génialissime qui racontait l'histoire d'une mère au foyer qui est tellement attachée aux règles, à la fois dans sa famille et à la fois dans son voisinage, que chaque fois qu'une personne ne respecte pas les règles, elle le butait. Donc et c'était fait vraiment, c'était fait avec beaucoup d'humour noir et beaucoup de cynisme, et c'était très coloré, très pop, enfin c'est du John Waters quoi. Et j'adore ce film, et je trouve que The Danish Woman se rapproche de ça. C'est l'histoire d'une ex. Alors elle était militaire et agent secret pour le royaume du Danemark, et elle se retrouve après son service à aller s'installer en Islande, et en fait dès qu'il y a quelque chose qui voilà ne lui convient pas,
disons qu'elle va mettre en place tout ce qu'elle a appris en termes de torture et de meurtre pour que les gens finissent par respecter les règles, respecter leur environnement. Voilà, donc c'est un film, c'est une série qui est très drôle, mais aussi très dérangeante. Parce que forcément, c'est quelqu'un qui se fait entre guillemets justice elle-même, donc c'est pas moi c'est pas quelque chose que j'apprécie, mais je pense que Julien Courbet n'approuverait pas. Voilà, mais ah non, là c'est Julien Courbet puissance FBI quoi. Mais c'est je materai cette série, hein, Julien Courbet version FBI. En plus, CBS a annulé deux spin-offs du FBI. Moi, je materai FBI Julien Courbet. Ouais, très bien. On va leur proposer. Et voilà, donc c'est une série qui est profondément misanthrope parce que elle se moque à la fois de toutes les tares de notre société, que ce soit les enfants qui regardent trop d'écran, que ce soit des jeunes qui respectent pas les anciens, que ce soit des hommes politiques, que ce soit, enfin vraiment toutes les tares de la société sont représentées, et en même temps il se moque de cette femme qui au lieu de profiter de sa retraite tranquillement, devient une espèce de justicier horrible qui en plus révèle qu'elle a fait quand même des choses assez horribles pendant son service. Donc voilà, mais c'est fait de manière très drôle, et c'est fait de telle manière qu'on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer, parce qu'en plus elle a les services secrets danois aux fesses, et voilà, c'est de savoir, je trouve que c'est une réflexion intéressante sur savoir jusqu'où on peut aller pour rendre le monde meilleur. C'est une question qui est pas déconnante, et en plus c'est réalisé par un réalisateur islandais qui s'appelle Benedict Erlingsson, qui était le réalisateur d'un film qui s'appelle Woman at War, et qui était un film qui était de très bonne facture déjà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que encore une fois, c'est fait de manière très pop, et c'est fait avec beaucoup d'intelligence, et il y a des idées de réalisation qui sont assez folles, et notamment dans la gestion des génériques. Je vous dis rien parce que vous allez découvrir le truc sur Arte, mais je trouve que la gestion des génériques est très intelligente et très audacieuse, et très drôle. Donc voilà, toute la série est émaillée d'idées de réalisation qui sont pas tape à l'œil, mais vraiment très ingénieuses et vraiment très intéressantes. Moi, c'est une série, je m'attendais pas du tout à voir, et en plus ça m'a rappelé Serial Mother, qui est un film qui est introuvable, ni en DVD ni rien, enfin et que j'aime profondément et que j'ai envie de voir depuis des années. Donc voilà, ça m'a un petit peu permis de retrouver un petit peu cette ambiance là, donc ouais, beaucoup de cœur, The Danish Woman. Je suis pressé de voir la suite sur Arte. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on a le plus aimé, et il est maintenant, donc on est pile à la moitié je l'espère, de ce podcast, et il est l'heure de passer, j'espère que tu es prêt Olivier, à l'actu. Avec le retour de la vengeance de Sarah. Et oui, je suis de retour après une semaine intense à Sérimania, mais il s'est passé quand même des choses dans le monde de la culture, pas uniquement côté série. Et on va commencer par le cinéma, puisque le nouveau film de Zack Snyder vient d'être annoncé, en tout cas le sujet vient d'être annoncé, et ce sera une histoire sur la MMA. Le film nommé Brawler, c'est un long métrage qui va se dérouler dans un univers très réaliste, et il sera développé d'ailleurs avec l'Ultimate Fighting Championship,
Championship, c'est dur à dire. Donc l'UFC, pour ceux qui connaissent et qui suivent les grosses batailles de grosses patates dans la gueule, c'est une puissante fédération américaine de MMA aux États-Unis, portée par un mec qui s'appelle Dana White, qui est extrêmement médiatisé. Donc voilà, c'est le prochain projet, à voir si s'il va faire ça sur Netflix ou plutôt en salle. J'ai pas trop trouvé les infos sur la distrib, mais en tout cas... Non, ça vient d'être dévoilé juste aujourd'hui. Ouais, je c'est pense encore tôt. ils ont pas bouclé le financement. Ouais. Ils ont pas bouclé. On passe à un autre projet toujours en cours dont on entend parler depuis un petit moment, mais on a enfin des nouvelles. C'est Heat 2. Michael Mann vient de terminer le scénario. Alors, il a aussi confirmé que c'était encore un chantier qui allait prendre du temps. Le film est entre les mains de la Warner, mais ça y est, il envoie le bout, le petit boubou. Niveau casting, pour l'instant, rien n'a été dévoilé, même s'il y a des rumeurs des noms d'Austin Butler et Adam Driver qui seraient associés au projet. Personnellement, ça me va bien. Après, est-ce que Hit a besoin d'une suite? Je suis pas persuadée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mann a très très envie de s'y mettre. Et on passe à une dernière news, après Seven, après Fight Club et Benjamin Button, Brad Pitt et David Fincher seraient à nouveau réunis pour un nouveau film sur Netflix cette fois. Alors, c'est une information à prendre avec des pincettes parce que ça vient de chez World of Real, donc c'est pas du tout officiel. Mais apparemment, ce projet secret de Fincher pour Netflix pourrait être la suite d'un film qui n'a pas lui-même réalisé, donc ça ouvre quand même vachement les spéculations. Ce qui est sûr, c'est que les détails concernant l'intrigue et les persos sont encore complètement confidentiels. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Je ne vous vois pas, les garçons, donc si vous vous démutez, c'est que vous voulez dire un truc. Oui, non, j'ai rien. Côté jeux vidéo, on va passer aux infos sur enfin une date de sortie de l'adaptation de Zelda, donc l'adaptation live action par Nintendo. Si on n'a pas d'infos, on a en tout cas une date, puisque ce serait annoncé pour le 26 mars 2027. Donc c'est cofinancé par Sony Pictures qui va assurer la distribution. On sait par contre que c'est le réalisateur Wes Ball, j'en avais déjà parlé précédemment, à qui on doit la planète des singes, qui va s'occuper du projet, sous le regard bien sûr attentif de Shigeru Miyamoto. Côté news toujours JV, une mauvaise nouvelle pour les fans de The Witcher 4, nom de code Polaris, qui vraisemblablement ne sortira pas avant 2027. C'est ce qui aurait été annoncé là ces 2 derniers jours. Le co-CEO d'ailleurs s'est exprimé aujourd'hui, notamment sur l'IA générative, en indiquant qu'il commençait à faire des tests autour de ça, mais qu'il n'avait absolument pas prévu. Alors il faut savoir que l'IA est utilisée depuis très longtemps dans le jeu vidéo pour créer ce qu'on appelle donc les persos secondaires qu'on voit, qui bougent, etc. Mais pas l'IA générative. En tout cas, ils ont dit côté CD Projekt qu'ils n'avaient pas prévu de l'utiliser pour aucun projet à venir, incluant donc The Witcher 4. Et on a des news sur les chiffres de vente de l'année dernière, donc 2024, puisque le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, le CEL, a publié son étude annuelle. Et donc, ils ont dévoilé le top 3 des ventes côté volume, côté valeur. Sur le marché physique en volume, pas de grosses surprises sur le top 3, avec FC 2025. FC, c'est donc le nouveau nom de FIFA, puisque EA a arrêté son partenariat avec FIFA. Donc, première place pour FC 2025. Call of Duty Black Ops. On peut dire qu'il aura mis une bonne fessée. Une bonne fessée. Joli. Call of Duty Black Ops 6 en seconde place pour les ventes en volume. Et le troisième, c'est Super Mario Party Jamboree. Côté série télé, eh bien, on vient de s'en parler. Donc, le festival Sérimania vient de s'achever. Une grosse semaine de découverte. Et donc le Grand Prix a été donné à la série espagnole Kerrer, dont vous a parlé tout à l'heure Olivier, et le public a lui choisi de remettre son prix à la série québécoise Empathie, dont je vous ai parlé. Pour l'instant, Kerrer est prévu sur Arte en juin, pas encore de date pour Empathie puisqu'il n'y a pas encore de distribution. Toujours côté série, record absolu pour la série Adolescence sur Netflix, avec plus de 66 millions de visionnages en près de 2 semaines. Donc c'est cette mini-série britannique a secoué une grosse partie des spectateurs et elle s'est aussi invitée dans les débats au Parlement, puisque le Premier ministre Keir Starmer au UK se serait dit favorable à la diffusion de la série dans les lycées du pays, et il a même confirmé qu'elle sera bientôt mise à la disposition des établissements. Pour rappel, donc c'est une série qui traite d'un adolescent qui est accusé du meurtre d'une de ses camarades, et qui nous plonge du coup dans le milieu notamment incel et avertit justement sur la haine des femmes, notamment sur les réseaux sociaux.
Côté livre insolite, une vidéo TikTok a changé la vie d'un auteur américain, Jonathan Stanley, qui attendait patiemment ses lecteurs lors d'une séance de dédicace dans un magasin Barnes & Noble. Il y a une fille qui l'a vu, qui l'a filmé seule, assise derrière sa table. Elle était hyper émue et elle a posté cette vidéo sur TikTok. Et c'est devenu viral. En quelques jours, la vidéo a dépassé 75 millions de vues. Lui a créé un compte TikTok dans la foulée. Il est suivi maintenant par plus de 700 000 personnes. Évidemment, tout ça a propulsé son livre en tête des ventes. Donc, au final, une jolie histoire pour ce monsieur qui n'avait personne à son jour de dédicace. Les éditions Gallimard viennent d'annoncer l'entrée du Seigneur des Anneaux de Tolkien au catalogue Folio. Les volumes publiés dans la collection Folio vont reprendre la traduction établie par Daniel Lozon pour Christian Bourgeois. Chaque nouveau tome en tout cas va bénéficier d'une nouvelle fabrication très soignée avec des couvertures illustrées par les œuvres de Tolkien lui-même. Et on rappelle d'ailleurs que Tolkien devait rentrer dans la bibliothèque de la Pléiade. Ça avait été annoncé en 2018 et toujours pas de nouvelles, toujours pas de news de cette édition. Donc bon, en attendant, les fans vont pouvoir patienter avec les nouvelles éditions chez Folio. Des news, encore une dernière news côté livre. Raphaël Quenard va publier son premier roman chez Flammarion le 14 mai prochain. Ça va s'appeler Clemsé à Tataouine et il écrit... Oh là, il y a quelqu'un qui souffle fort. Non, c'est juste que ça me fait rire parce que il est sous pseudo ce livre. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et donc il y a le pseudo, mais en gros sur la couverture il y a sur l'étiquette, enfin je sais pas comment on appelle ça, le bandeau. Le bandeau, il y a quand même le nom de Raphaël Quenard. Donc quel est l'intérêt de faire un pseudo? C'est certainement le marketing qui a mis le bandeau et qui a voulu quand même surfer sur le nom de Raphaël Quenard, je pense. Donc effectivement, c'est écrit sous le pseudonyme de Piero Cic. Il s'agirait d'un thriller qui va revisiter le genre du snuff movie pour inventer le snuff roman. L'histoire, en gros, après avoir raté son suicide, un marginal révolté se venge sur la gente féminine et devient un tueur en série. Donc il y aura 180 pages au style électrique et à l'humour noir très grinçant sur la confession glaçante d'un assassin méthodique qui justifie ses crimes par son mal-être. Donc voilà, on va voir ce que vaut Raphaël Quenard côté plume. On passe à la musique avec une nouvelle grosse rumeur de la reformation des Spice Girls, peut-être pour une tournée mondiale. Donc c'est une question qui agite vraiment toute la communauté de fans nostalgiques. Et c'est un serpent de mer, ça fait 3 ou 4 ans que ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Mais là, il y a eu de nouvelles révélations, puisque Mel C, justement, a annoncé avec, il y avait d'ailleurs Emma Bunton, j'ai oublié son nom. Elles ont annoncé dans une émission de radio. Emma Bunton, voilà. Avec un N. Elles ont annoncé dans une émission de radio australienne qu'elles étaient en train de préparer quelque chose, notamment autour des 30 ans, en juillet 2026, de Wannabe, qui va déjà effectivement fêter ses 30 ans. Mel B avait aussi annoncé il y a quelques mois qu'ils étaient en train de travailler sur quelque chose, donc voilà, peut-être qu'une tournée mondiale à 4 qui semble se profiler, ce sera probablement en tout cas sans Victoria Beckham. Des nouvelles du nouvel album de Miley Cyrus qui, 2 ans après la Tornade Flowers, elle vient d'officialiser son retour avec un teaser qui est sorti aujourd'hui, je crois. Oui, voilà, elle dévoile la date de sortie de son nouvel album qui va s'appeler Something Beautiful, qui va sortir le 30 mai prochain, avec aussi un film vraisemblablement qui va accompagner cette nouvelle sortie. Et dernière petite news, Lady Gaga vient d'annoncer une date supplémentaire pour sa tournée de concert, une date supplémentaire à Paris. Les préventes se sont ouvertes aujourd'hui pour la tournée Mayhem pour les dates lyonnaises et parisiennes. Évidemment, c'était fully booked et donc épuisé au bout de, je sais plus ce que j'ai attendu des heures pour rien. Mais donc on va dire 3 secondes. Voilà. Pour le contexte, on dit 3 secondes. En tout cas, elle vient d'annoncer une nouvelle date qui sera donc au 22 novembre. L'ouverture officielle de la billetterie est pour le 3 avril. Si vous voulez ne pas louper ça, connectez-vous très très tôt. Et c'était tout pour moi. Bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon super complet de la planète pop culture, donc avec version culture club sandwich. On va passer au reste de ce podcast, donc on va revenir sur Sérimania Lille et donc ce que je voulais faire, c'était évoquer un tout petit peu puisqu'il n'y a pas Sérimania, il y a aussi beaucoup d'invités, beaucoup d'événements
donc en marge en fait de la sélection officielle qui sont présentées, donc des séances spéciales, etc., etc. Et je voulais vous demander si voilà vous avez retenu quelque chose de la partie conférence et débat, éventuellement de l'exposition 90s en fait qui a été chapeautée par Charlotte Bloom notamment. Eh ben, moi, j'ai pas eu le temps de faire des masterclass. J'ai fait quelques débats pré ou post projection. Donc, je vais plutôt parler de l'expo. Je veux pas être très objectif puisque j'ai travaillé dessus avec Charlotte, puisque avec Seriously on a mis à dispo plein de quiz tout au long de l'expo, et qui pour le coup était une expo hyper complète, vraiment un travail monstrueux fait par Charlotte et ses équipes. On a passé un super moment, je pense que c'était vraiment ouvert il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants qui se sont bien éclatés, puisqu'il y avait plusieurs espaces, notamment un espace garage dans lequel il y avait de quoi faire des Lego pour faire voilà des posters de séries culte en Lego. Il y a toute la ville de Springfield, justement des Simpsons, qui a été reconstruite. Et puis il y avait un espace aussi jeux vidéo avec plein de consoles des années 90. Donc tous les gamins étaient à fond dedans pour pouvoir s'installer sur les gros poufs et jouer. Il y a eu tous les jours des super animations, des rencontres avec des gens qui ont à la fois travaillé sur l'expo, mais aussi voilà des choses comme une bartender qui est venue créer des cocktails iconiques des années 90. Voilà, donc vraiment, ça a été hyper... c'était presque limite un Sérimania off au Tripostal pendant toute la semaine, tellement il y a eu des activités. Et tous les ans, ça va encore plus loin, donc je suis assez curieuse de savoir ce qu'ils vont nous réserver pour l'année prochaine. Moi, en termes de conférence, moi, j'acquiesce totalement sur l'exposition. C'était très amusant de voir ces jeunes enfants jouer à Sonic sur des Mega Drive en fonctionnement. Et c'était très cool parce qu'ils s'éclataient littéralement. Et je pense qu'on voit la puissance de ces jeux simples dans leur déroulement, mais qui finalement sont totalement intemporels dans leur conception. Sinon, en termes de conférences, moi, la seule conférence à laquelle je suis allé, c'était celle de Pamela Adlon, parce que ça, je ne pouvais pas le louper en tant que, pour moi, Better Things est probablement l'une des meilleures séries de l'après 2000. Donc, meilleure série de l'histoire de FX, hein, faut aussi. Hein. Oui, oui, clairement, et pourtant il y a des très bonnes séries sur FX. Et non, vraiment pour moi c'est une série, c'est une série vraiment que j'ai dans mon cœur, et j'ai compris pourquoi pendant cette masterclass, parce que cette masterclass elle était très humaine, elle était très, j'ai entendu une femme qui est à la fois d'abord très drôle. Vraiment, c'était un one-woman show. Elle nous a fait beaucoup rire. Et en même temps, elle était très maternelle avec nous, avec les gens qui posaient des questions. Et voilà, c'était à l'image de sa série, très drôle, très douce, très rentre dedans aussi, parce que quand elle a besoin de dire quelque chose, elle le dit. Et elle le dit de manière un peu trash par moments, c'est assez fun. Et surtout, il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de questions d'étudiants en scénario, ou de jeunes scénaristes qui voulaient savoir un petit peu comment elle travaillait. Et souvent, bon, les conseils qu'on nous donne dans ces trucs-là, c'est un peu des conseils bidons et tout. Et là, je trouve qu'elle a été très concret. Elle a vraiment détaillé la manière dont elle travaille, notamment en notant dès qu'elle a une idée, dès qu'elle elle prend son téléphone, elle l'a dit sur son téléphone, et ou elle l'écrit quelque part. Et en fait, à un moment donné, elle prend tout ce matériel-là, et puis elle le réunit pour voir ce qui peut donner une série, ce qui peut donner un épisode de série, ce qui est à jeter, et voilà. C'est quelqu'un qui se borne pas qui prend tout et qui après fait le tri. Et je trouve que c'est assez intéressant comme démarche. Et au moins c'est concret, quoi. Je trouve que c'était vraiment très déculpabilisant
pour les jeunes scénaristes qui écoutaient. Et ouais, c'était un joli moment. Elle a été aussi très émue par... c'est Pierre Langlais qui modérait la discussion. Et je trouve qu'il a très très bien choisi les extraits qui ont été diffusés, notamment les extraits de Better Things. Alors c'est marrant, il a passé des extraits aussi de séries où elle était jeune et tout, et qui n'ont pas forcément été diffusées. C'est des séries qui n'ont pas forcément été vues en France, et c'était marrant de la voir toute jeune. Mais par contre, les extraits de Better Things, je trouve qu'ils ont été très 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 bien choisis, et d'ailleurs ça l'a beaucoup touché de voir un public réagir à sa série, et voilà, donc c'était un joli moment. Mais voilà, donc j'ai vu que ça en termes de conférences et de masterclass. Et je voulais aussi réserver un petit moment en fait pour la partie vache. Donc, est-ce que quelque chose vous a particulièrement déçu, vous a particulièrement énervé en fait dans ce que vous avez vu en série? Qui veut y aller? On va être tous les deux. Je pense qu'il y a une série quand même qui nous a marqué. En plus, on a commencé le festival avec, c'est Carême. C'est une catastrophe. Catastrophique. Moi, je retiendrai juste le générique qui était joli. Mais... Quand même réalisé par Martin Bourboulon, donc c'est Apple TV+, et qui arrive, la deuxième avec... bientôt, et qui est la première prod française. Chef, deuxième après deuxième. La Maison. Ah ouais. Il y a la Maison qui était diffusée à la rentrée, avec autour de la mode. Et du coup, ça raconte aussi l'histoire d'un des premiers chefs étoilés du 19e siècle, qui apparemment est aussi une série d'espionnage, une série un tout petit peu d'intrigue politique, un tout petit peu de tout. Oui, en gros, c'est un gamin, enfin c'est un jeune chef, jeune pâtissier qui se fait embaucher aux Tuileries pour faire la pâtisserie à Napoléon, et il y a Talleyrand qui lui demande de devenir son espion, parce que il a accès à tout le palais des Tuileries, et donc Talleyrand veut mettre à bas notre ami Napoléon, et du coup veut se servir de ce jeune chef pâtissier pour avoir des petites infos croustillantes et gourmandes. Et en quoi c'était un festin de nullité? C'était très mal joué. C'était très très mal joué, c'était très mal réalisé. L'histoire n'avait aucun sens. C'est-à-dire que le mec, il est pâtissier chez son père dans un truc. Il se retrouve propulsé pour être pâtissier de Napoléon. Premier jour, il est là. Deuxième jour, il est pâtissier en chef. Il y a rien qui va. Franchement, il y a rien qui va. C'est-à-dire qu'il y a aucun enjeu nulle part. Le moindre petit obstacle est balayé d'un revers de la main en une seconde, quoi. C'est-à-dire que effectivement, au début, il rentre dans les cuisines. Bon, bah, comme il faut qu'il soit le petit jeune qu'on bully, bah, on lui fait couper des oignons. Sauf que la scène d'après, comme on veut quand même introduire tout le truc sur l'espionnage, bah, du coup, il faut quand même qu'il soit cuisinier en chef, parce que sinon, c'est un peu compliqué de demander à un gamin d'être espion. Donc, du coup, tout le monde surkiffe, quoi. Du coup, tout le monde surkiffe sa soupe à l'oignon, en fait, c'est ce que tu es en train de dire. Du coup, il trouve un vieux truc pourri pour évincer le chef le chef, et du coup, c'est lui qui devient... J'ai épluché des oignons, maintenant je fais que des plats à base d'oignons, je vais vous étonner. Ah non, mais c'est réalisé avec les pieds, enfin vraiment. Martin Bourboulon, c'est quand même celui qui a commis Les Trois Mousquetaires et Eiffel. Donc bon, voilà, ça dit tout sur... Il y a une scène... Enfin, de toute façon, l'intro dit tout, quoi. C'est-à-dire que l'intro, tout d'un coup, il y a une scène de baston, on ne sait même pas d'où elle sort, on ne sait même pas pourquoi elle est là, qui est réalisée, mais horriblement. Moi, j'ai failli gerber tellement c'était horriblement réalisé. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, ça va être très long, quoi. Ça va vraiment être très long, ça va vraiment être très nul. Et effectivement, tout ce qui s'est passé derrière était vraiment très long et très nul. Donc, et effectivement, le jeu d'acteur est pitoyable, mais parce qu'ils n'ont rien à jouer. Enfin, vraiment, les dialogues sont débiles.
Tout Rien ne est. va. Enfin, c'est vraiment débile. Et Vraiment c'est coécrit c'est coécrit par deux Anglais, dont un a écrit le livre dont est adaptée la série. Oui, bah le livre doit être très con aussi, peut-être. Ça, je connais pas le livre, mais franchement, parce que là, je suis même pas sûr qu'avec une réal correcte, ça passe mieux, hein, vraiment. Mais c'est quand même bizarre parce que t'as quand même un casting de fou et que t'en as pas un seul qui joue correctement. Donc c'est quand même, il y a un vrai problème de direction d'acteur, il y a un vrai problème de tout, quoi. Enfin, Et est-ce qu'il y a des séries que vous avez vues qui vous ont un tout petit peu déçu, c'est-à-dire qui commencent bien, mais après qui se cassent la figure en fait dans la boue lilloise, Bah, dans la boue des Hauts-de-France? alors ça s'est pas cassé la figure au fur et à mesure, mais moi j'étais quand même assez déçue par La Rivière des Disparus. Parce que sur le papier c'est quand même un sujet qui m'intéresse. Je te rejoins. Je te rejoins. oui, moi aussi, je suis Et j'ai d'accord. trouvé ça vraiment, vraiment dommage, un peu trop téléphoné et pas très bien joué non plus, encore une fois. Je suis même pas sûre de regarder la suite en fait, donc à voir. Et une dont j'attendais un petit peu quand même, je suis pas totalement déçue, mais faut voir comment ça va se faire. C'est putain, c'est quoi? Small Town Big Story de Chris O'Dowd. Parce que j'adore Chris O'Dowd, c'est la première fois qu'il fait de la réal. L'histoire est quand même intéressante, comédie fantastique, moi c'est typiquement ma cam. J'ai bien aimé le premier épisode, les deux premiers épisodes. Non, le premier, je n'ai vu que le premier. C'est juste un peu trop long, en fait. Ils ont fait un 45, ils auraient dû faire un format 30. Il y a quelques bonnes idées, mais ça patauge un peu. Donc je pense que je regarderai la suite, contrairement à La Rivière des Disparus, où là, pour le coup, honnêtement, je pense pas. Mais vraiment parce que je suis curieuse de savoir ce que O'Dowd a prévu pour la suite, quoi. Ouais, moi je rejoins totalement Sarah sur Smallton Big Story, ou je sais plus le titre. C'est ça, c'est ça. Vraiment, alors j'y suis allé. En fait, je voulais aller voir un autre truc et j'étais un peu fatigué. Et je me suis dit non, mais je vais aller me faire kiffer. Je vais aller voir les séries de Chris O'Dowd et avec Christina Hendricks et en plus ça a l'air vraiment marrant. Le pitch me donnait vraiment envie et vraiment j'ai trouvé ça. Enfin, j'ai ri deux fois. Je trouve qu'il y a des vrais trous d'air dans le rythme et il y avait par un moment j'avais l'impression qu'on regardait une copie de travail parce que je trouvais que le montage était vraiment très étrange, quoi, très mal fait. Enfin, vraiment, bon, je suis sorti de là, j'avais pas pris la dose de kiff que j'attendais, quoi. C'est un peu dommage. Et sinon, il y a une autre série qui m'a un peu déçu, qui s'appelle Family Matters, qui était en panorama international, qui est une série coréenne. J'espère voir la suite quand même, parce que j'ai vu que 2 épisodes. Avec Bedouna en fait, Oui, Bedouna exactement. qui est une actrice absolument fantastique qu'on a vu entre autres dans Sense8 et Pacific Rim. Exactement. Pas Pacific Rim, au moins Sense8. Et vraiment, et qui joue dans Kingdom aussi, qui est une très bonne série également. Et vraiment, en fait, ça raconte l'histoire de 5 individus qui se font passer pour une famille et qui en fait sont des gens qui ont des pouvoirs, enfin des, des, des skills un truc un peu extraordinaire et qui du coup forment une espèce de, de clan qui va lutter contre le mal. Tout en restant un petit peu dans l'anonymat sans trop se faire voir. Mais voilà, le pitch m'intéressait vachement, le fait que ce soit coréen me tentait beaucoup parce que pour moi en termes d'action, en ce moment il n'y a que les Coréens qui font des choses vraiment bien. Donc tout était là pour que je kiffe un peu. Et puis en fait, c'est part dans tous les sens, c'est un bordel sans nom. J'ai rien compris. Enfin, j'ai compris, mais le problème, c'est que c'est trop dispersé, trop le bazar, trop. Donc t'as été déçu de pas assez comprendre en fait.
Bah, en fait, j'ai été déçu de pas. En fait, c'est très simple. Enfin, je veux dire, le thème de la série est très simple et c'est très compliqué pour arriver à ça. Et en fait, ils m'ont perdu, quoi. C'est-à-dire que au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Ils partent dans un truc, ils dérivent vers autre chose, puis ils dérivent vers autre chose. Et du coup, le premier truc dont on a parlé, on n'en parle plus. Et enfin, il y a des moments où ça a aucun sens. Ça essaie d'être cool, mais sans l'être. Et, euh, et alors qu'en fait, il y avait, enfin, je veux dire, il y avait suffisamment de potentiel pour faire quelque chose de plus simple et de plus fun. Et moi, en fait, ouais, ça m'a un peu saoulé. Donc, je me suis assez vite désintéressé de la série. J'aimerais bien quand même voir ce que ça peut donner sur le long terme parce que ça se trouve, tout ça va aboutir à quelque chose d'intéressant. Mais oh, les 3 premiers épisodes là, ils m'ont un peu fatigué, quoi. J'ai pas eu mon compte là-dessus, quoi. Et moi, en ce qui me concerne, enfin voilà, j'ai voilà, enfin une série vraiment de la compétition enfin qui pourtant m'intéressait au plus haut point parce que voilà, c'était probablement, enfin c'était sans doute la première série en coproduction entre la RTS et Arte qui s'appelle The Deal, qui est avec Verle Baetens, qui est donc une actrice belge qui a fait énormément de séries, qui est vraiment très talentueuse, qui est aussi passée Depuis Alabama Monroe est l'une de mes actrices préférées. qui a ça et qui est aussi passée à la réalisation. Je me souviens plus de son film. Elle a fait Je un me film souviens plus du récemment. nom de son film, mais Ouais. elle avait fait une série aussi sur euh, Dans les murs ou un truc comme ça Oui, pour Arte, oui, c'était par Hervé Admar et Marc Herpou. qui était pas mal du tout. Oui, qui est une mini-série. Et elle a fait une série qui a débarqué discrètement sur Prime Video, qui avait été diffusée il y a des années de cela à série, mais qui avait jamais été diffusée en France à l'époque, qui s'appelait Tabula Rasa. Donc voilà, Verle Betens, qui pour le coup est une actrice vraiment très talentueuse, hein, donc est au centre d'un imbroglio juridique qui est, on va dire, un imbroglio diplomatique qui est plus ou moins inspiré du deal passé en 2015 entre voilà les États-Unis et l'Iran en fait autour de la puissance nucléaire. Donc c'est un deal multipartite qui est très attendu avec beaucoup de risques de cafouillage. Donc sur le papier en fait il y a voilà enfin c'est un sujet politique, c'est quelque chose qui ouvre la voie en fait à une série en plusieurs langues, donc du français, de l'anglais, du farsi, des choses comme ça. Mais aussi, le résultat est absolument pas à la hauteur. Ça joue malheureusement très 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 mal. Et malheureusement, le focus de la série est que donc le personnage central donc de Alexandra qui est joué par Verle Betens va plus ou moins être tenté d'interférer, on va dire, dans le deal et on va dire, de prendre parti alors qu'elle devrait être médiatrice en fait des atermoiements entre Américains et Iraniens. Puisque donc pour défendre, on va dire, le caractère non dangereux du nucléaire iranien et d'un site problématique, ils vont ramener littéralement son ex qui sort de prison juste spécifiquement pour sortir des infos et essayer de noyer le poisson, alors qu'en fait même lui le dit qu'il a eu tous les documents et tous les papiers la veille. Et ça va être voilà l'idée, ça va être comment lui éviter des représailles et faire en sorte que ce deal aboutisse. Donc c'est un peu une ingérence diplomatique. Enfin, voilà, c'est extrêmement relou. Tous les diplomates américains et un tout petit peu les diplomates suisses en fait jouent extrêmement mal. On n'y croit pas on n'y croit pas une seule seconde. À la fin, moi j'ai retenu notamment qu'à la fin d'une réunion, il y a quelqu'un d'américain en fait qui conclut une réunion en disant que la force soit avec vous, et il le fait de manière totalement sérieuse. Donc c'est pour dire c'est la puissance du nanar. Et voilà, donc c'est vraiment c'est une série qui aurait peut-être eu sa place en panorama international et aurait été oubliée jusqu'à sa diffusion sur Arte, mais pour moi ne méritait absolument pas sa place en compétition.
non pas par le sujet, mais uniquement par son exécution, par ses dialogues. Il y a pas grand chose qui tient, il y a pas grand chose qui tient debout, et surtout il y a rien à sauver au niveau du casting, quoi. C'est vraiment ça ressemble à un téléfilm bas de gamme de la fin des années 90, avec exactement le même niveau d'enjeu politique, et même au niveau de la géopolitique, de la diplomatie, j'ai vraiment eu l'impression qu'on nous prenait pour des teubés, ce qui est pas forcément le propre des séries Arte. Donc voilà, ça va être diffusé sur Arte quelque part dans la saison 2025-2026, et je vous recommande de l'éviter assez fort. Avant, donc à moins que quelqu'un ait une autre chose à... J'ai juste un dernier truc à dire, parce que j'ai complètement oublié d'en parler, mais il y a la série Kaboul aussi que j'ai trouvé super, qui va arriver sur France Télé là, je crois. Qui est en diffusion là. En ligne et diffusion au niveau de l'enregistrement, mais c'est tout le lundi soir. Et ben ça vraiment aussi très très bien foutu, très très intelligent, et à voir. Et là pour le coup je vais regarder la suite. Il y a un petit côté Argo en plus sérieux, mais moins hollywoodien, mais tout aussi prenant comme. Et The Deal, j'avais oublié de dire, mais The Deal a été effectivement a eu une mention spéciale du prix du scénario au palmarès de la compétition, ce qui pour moi est assez peu compréhensible, sachant que le prix du scénario a été remis à The German, qui est pas une série inintéressante, mais qui pour moi ne brillait pas non plus par son scénario. Donc il y a plusieurs choses au palmarès de cette année que je n'ai pas forcément comprises. Voilà, donc je pense qu'on en a fini avec ce point très très complet sur Série Mania 2025. Voilà, on vous a recommandé beaucoup de séries. Et avant de nous quitter, il y a une petite recommandation, puisque Olivier, je ne sais trop comment, a eu le temps de lire un livre, et tu vas nous en parler. Oui, alors j'ai mis des plombes et des plombes à le lire, alors que je l'adore ce livre. Mais ça fait longtemps que je l'avais commencé. Quand on aime, on ne compte pas. Exactement. En fait, c'était à la fois, j'avais très envie de le finir et en même temps très envie de rester dedans. C'est un livre qui s'appelle Les vies multiples d'Amory Clay, qui est écrit par William Boyd. William Boyd, je sais pas si vous étiez là, mais j'en ai déjà parlé dans le podcast à travers un livre qui s'appelait Brazzaville Plage. Qui était le premier livre que j'avais lu de lui, et qui était un livre que j'avais adoré, qui se passait donc à Brazzaville, dans un laboratoire qui étudiait les singes, et j'avais beaucoup aimé le style. Le style du livre, sa fluidité, à la fois son humour et en même temps sa capacité à me tenir en haleine. Et voilà, donc dans Les vies multiples d'Amory Clay, j'ai retrouvé exactement ça. Et vraiment, je crois que avec William Boyd, j'ai trouvé un auteur que j'aime beaucoup. J'adore son écriture. Je trouve ça très facile à lire et en même temps très bien écrit. C'est pas juste facile parce que c'est écrit bêtement, mais là c'est facile parce que c'est tellement bien écrit que on surfe sur les phrases, c'est très agréable à lire. Et en même temps, c'est aussi c'est un livre qui est très ambitieux, puisque ça raconte l'histoire complète d'une photographe qui de sa jeunesse jusqu'à sa mort, et toutes les choses qu'elle a pu vivre, toutes les différentes périodes de sa vie. Et donc on commence dans sa jeunesse quand elle a des problèmes avec son père qui revient du front de la Première Guerre mondiale, et qui a des PTSD très 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 forts et très traumatisants pour sa fille. Et en même temps, c'est une période où elle découvre la photo grâce à son oncle, dont elle est secrètement amoureuse. Et voilà, et donc elle va évoluer, elle va devenir photographe, elle va faire d'abord de la photographie mondaine, ensuite de la photographie de comment dire,
de presse à scandale, pardon, de paparazzi, quoi, en gros. Ensuite, elle va devenir reporter de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre du Vietnam. Et donc voilà, donc on suit tout ça. Donc on passe de la Première Guerre mondiale à la Seconde Guerre mondiale, à la guerre du Vietnam. Entre-temps, on a toute la, la, la période des années folles, donc dans les années 20 et tout. Donc c'est un personnage qui est extrêmement attachant parce que c'est une femme qui est totalement indépendante dans une époque où les femmes étaient difficilement indépendantes. Déjà le fait qu'elle soit photographe est pas courant pour cette époque-là. Et ce que je trouve malin dans le livre, c'est que on ne sait pas si c'est une vraie biographie, si c'est si c'est une photographe qui a réellement existé. Alors moi je sais maintenant parce que je suis allé vérifier sur internet, mais quand on commence le livre, on ne sait pas. Et donc moi j'ai essayé de garder j'ai essayé de garder cette interrogation le plus longtemps possible parce que je trouve que ça fait partie du petit du sel de l'histoire, de pas savoir si c'est vraiment quelqu'un qui a existé ou pas. Euh, et voilà, je trouve que c'est aussi un bouquin sur la maternité parce que c'est une femme qui, à un moment donné, a des enfants. Sauf qu'elle a un métier qui fait qu'elle part aux quatre coins du monde et comment on fait pour avoir des enfants quand on est quand on est une femme qui a un métier comme ça qui nous envoie un petit peu partout dans le monde. Et et c'est aussi un bouquin qui parle de l'amour et des amants. En fait, c'est en gros tout le bouquin est jalonné de ces amants. En fait, on va d'un amant à l'autre et d'amants qui vont se transformer en mari ou pas, et d'amants qui vont être parfois même au même moment en parallèle. Donc c'est un livre qui est très malin sur sa construction parce que ce n'est pas le métier de cette photographe qui va donner le rythme du bouquin, mais les amants qu'elle va avoir dans sa vie et ce qu'elle va en tirer et ce que ça va lui apporter. Et il y a quelque chose de très presque sexy dans les descriptions de ses relations avec les hommes. Et voilà, je trouve que c'est fait de manière très élégante, pardon. Euh, Typiquement dans le style de Boyd. Moi, vraiment c'est délicieux à lire. Et je vous conseille de vous jeter sur ce livre et surtout. Enfin, moi, je vais continuer à lire du William Boyd parce que ça fait 2 bouquins que je lis que je trouve à la fois très originaux et à la fois très très bien écrits. Donc, et en même temps, c'est deux beaux personnages de femmes. Et je pense que c'est compliqué pour un homme de réellement rentrer dans la peau d'une femme. Et je trouve que cet écrivain est tout à fait capable de le faire. Donc voilà. Donc c'est mon petit coup de cœur littéraire de ce début d'année là. C'est William Boyd de Les vies multiples d'Amaury Clay. J'ai adoré ce bouquin. C'est un pur plaisir. Et donc c'est disponible à la fois en brochet, en version poche. Ouais, c'est chez Point. Chez Point. Voilà, on vous a voilà, donc ce soir on a donc parlé énormément de séries et de séries mania. Voilà, il y a pas mal de séries, enfin il y a quelques séries déjà de la sélection qui ont débarqué ou s'apprêtent à débarquer sur les plateformes, les antennes françaises. Donc il y a Kaboul, donc qui est actuellement disponible en intégralité sur France.tv, donc qui était en compétition officielle. Il y a donc La Rivière des Disparus, disponible en intégralité sur Max France avec Amanda Seyfried. Oui, c'est ça. Et il y a Ghost qui va arriver d'ici quelques jours sur Disney+. Il y a aussi
Il y a aussi quelque part en mai, donc mi-mai en fait, la saison 5 de HPI qui a donc conclu cette nouvelle édition de Série Mania, donc qui arrivera sur TF1, et en juin donc le Grand Prix de cette édition qui est Kerrer, qui sera sur Arte et que je pense qu'on est assez unanime à vous recommander. Si vous cherchez de quoi lire, donc on vient de vous recommander ce bouquin de William Boyd, et voilà, quant à nous, quant à moi, on vous souhaite voilà, bonne découverte, bonne série, bonne voilà, découverte pop culture, et surtout bonne Jovi.